Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cette conférence, une conférence importante au vu de votre nombre. On est très heureux que vous soyez aussi nombreux à notre rendez-vous. On est ensemble jusqu'à 16h30 pour parler de la place des ambulanciers dans l'urgence préhospitalière avec cette question épineuse s'il en est. Le modèle actuel est-il en péril? Alors on l'avait déjà évoqué ici même l'an passé. Certains des invités étaient d'ailleurs déjà là. Tout le monde est d'accord, c'est vrai, pour dire que les ambulanciers sont un maillon indispensable de la chaîne des secours, mais concrètement, les choses ne sont pas si évidentes. Entre les problèmes de garde ambulancière, les dysfonctionnements qui peuvent parfois exister avec les SDIS, et puis la nécessité aussi de garder une rentabilité à leur entreprise, eh bien, les ambulanciers sont mis à rude épreuve sur le terrain. Alors on va faire un petit état des lieux avec nos invités, puis on verra ce qui pourra être revu, repensé, amélioré pour que les ambulanciers prennent toute leur place dans l'urgence préhospitalière. Et sont avec nous cet après-midi Luc Delafourcade qui représente Jussieu Secours. Je fais les présentations dans l'ordre. Tout à fait, qui représente Jussieu Secours. Oui, c'est voilà, qu'il était président et qui ne l'est plus. Voilà. Le docteur Patrick Erdgen, qui est médecin-chef du SDIS du Nord, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, chargé du secours aux personnes et du service de santé. À ses côtés, Cyril Deharbe, président du collectif ambulancier des transports sanitaires et d'urgence. Et enfin, Patrick You, assistance ambulance. Donc, c'est le fondateur et président de cette entreprise qui est basée à Nantes. Alors, pour qu'on soit totalement transparent avec vous, c'était d'abord une conférence qu'on devait faire avec deux fédérations qui ont décommandé ce matin. Donc, c'est pas pour les fustiger, c'est pas pour les critiquer, mais c'est pour qu'on soit bien clair, vous et nous. Il devait y avoir la FNTS qui malheureusement a annulé, également la CNSA qui devait envoyer un représentant, et malheureusement les deux ne sont pas là. Donc nous n'aurons pas le pendant fédération malheureusement, mais sachez effectivement que nous les avions conviés qui devaient venir, mais nous avons un superbe plateau néanmoins, et je sais que nous avons la Fâche qui est quelque part, juste là, voilà, qui prendra la parole également. Et surtout n'hésitez pas, vous, je vois Bruno Basset aussi qui va prendre la parole également pendant la conférence, et si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous levez le doigt et on essaiera de vous donner la parole régulièrement au cours de la conférence. Voilà, et j'aimerais qu'on commence en applaudissant nos invités pour les remercier d'être là. Alors, on va commencer avec une question volontairement provocatrice, mais c'est fait exprès, hein, autant commencer du bon pied. Est-ce que les ambulanciers ont encore leur place aujourd'hui dans l'urgence préhospitalière? Qui se lance? C'est une question qui est invraisemblable. Les ambulanciers sont inscrits dans la loi, sont des professionnels de santé. Et on sait quelque part, il y a les déserts médicaux et on est dans une situation économique difficile et le patient a besoin du meilleur vecteur. Donc, si les ambulanciers n'ont pas la place prévue dans le dispositif, c'est que soit la loi n'est pas appliquée, soit il y a une incompatibilité économique, soit il n'y a pas de gouvernance pour imposer les règles, soit l'ensemble de cette situation. Mais la question en elle-même est surprenante. Alors, est-ce que les ambulanciers ont toujours leur place? La réponse est oui, évidemment, on est d'accord, mais j'aimerais avoir votre sentiment profond là-dessus. Alors effectivement, le thème aujourd'hui, il est sur l'ambulancier en péril. Alors le modèle aujourd'hui de la garde ambulancière, il faut bien distinguer deux choses. C'est déjà la première chose, c'est la différence entre l'urgence préhospitalière et ensuite la garde dite préfectorale. L'UPH telle qu'on aimerait qu'elle soit, malheureusement aujourd'hui elle n'est pas appliquée. Et puis il y a un autre modèle qui est que le référentiel ambulancier est là depuis 2009. On est pratiquement à 10 ans de ce référentiel-là. Et dans beaucoup de régions, le référentiel n'est pas appliqué. Voilà. Ce qui pose en fait vraiment des gros soucis de vecteurs de secours et de carences ambulancières. De toute manière, à mon avis, on va en parler très distinctement ensuite. Mais c'est la première question, c'est l'ambulancier prend-il sa place plutôt dans l'UPH? C'est surtout ça la question. Alors, quelle réponse vous pourriez y apporter, par exemple, Patrick?
pardon, parce qu'il y a 2 Patrick aujourd'hui. Comme vous voulez, non. Bon, effectivement, la question, bien sûr, l'ambulancier a toute sa place dans l'urgence préhospitalière, mais pas que, quoi. Pas que, quoi. Je pense qu'on n'est pas, on doit travailler de concert. Moi, ce que je constate, c'est que il n'y a pas un département français qui fonctionne de la même façon. C'est bien là le problème. La définition de l'UPH n'est pas très claire pour tout le monde. Et là, je regrette vraiment l'absence des 2 représentants principaux des syndicats professionnels. La loi de finances 66, c'est le problème. Pour moi, c'est réellement le problème. On est parti sur des expérimentations et on a un petit peu mélangé les choses entre ce qu'était la permanence de soins et ce qu'est l'urgence préhospitalière. Plaçons le patient au milieu des débats et rendons-nous compte, plus grand nombre de véhicules de transport sanitaire d'Europe, je reviens toujours un peu à la même chose, avec des délais incohérents sur la prise en charge, quelle que soit la couleur du véhicule. C'est ça le gros problème, quoi. Et on a notre place, pas n'importe comment, et on va en débattre tout à l'heure, mais j'aimerais que notre ami Patrick donne la définition. Qui a quand même le courage d'être là au milieu de vous tous, seul. On a d'excellentes relations. Hein. Et déjà, merci d'être ici. Et voilà, on vous écoute. Bon, c'est pas un courage, c'est un plaisir d'abord, parce qu'effectivement, on se connaît. Et surtout, je pense qu'on n'est pas concurrents. Voilà. Alors, je l'ai déjà dit l'an dernier, puisqu'on a parlé de ça déjà l'an dernier. On va essayer de dire d'autres choses aussi. Mais on n'est pas concurrents, parce qu'avec une offre de soins qui se concentre, une offre de soins hospitalière notamment, mais pas que, mais une offre de soins qui se concentre, avec une demande de soins qui ne faiblit pas. Ce qui est sûr, c'est que les patients, les malades, les victimes, comme on veut les appeler, les personnes, ils vont faire des kilomètres. Voilà. Et il faudra effectivement des gens qui leur fassent faire des kilomètres dans de bonnes conditions. Voilà. C'est le métier des ambulanciers. C'est pas exactement le métier des sapeurs-pompiers. Le métier des sapeurs-pompiers, c'est de porter secours. Et subsidiairement, c'est-à-dire au passage, on évacue les gens à qui on porte secours. Mais on n'est pas là pour aller capter tous les transports sanitaires. Donc ce que je ne cesse de dire, mais que je redis, que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France dit, c'est que le temps où peut-être on pouvait imaginer qu'on était concurrents, il est totalement révolu pour nous. Totalement. Nous, on ne cherche pas à faire plus de missions parce que notre boulot, c'est pas de faire du transport sanitaire. C'est pas notre métier, c'est pas notre vocation, c'est pas notre job. Notre boulot, c'est de faire du secours d'urgence, d'arriver à répondre à des demandes de secours d'urgence dans un délai correct, donc ça veut dire avec suffisamment d'implantation territoriale, de casernes. Et puis effectivement, quand on va porter secours à la victime, on ne s'arrête pas au pied de la victime et puis on l'évacue ensuite. Mais c'est tout. Voilà, donc on a une activité qui n'est pas concurrente, premièrement, et après on reparlera, mais clairement le problème d'organisation, je pense que c'est lui qu'il faut mettre sur la table. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça fonctionne très bien. Voilà. Quand vous avez un référentiel qui en 2009 a été discuté indépendamment du référentiel que nous, on a discuté avec les mêmes camarades qui ne sont pas autour de la table, c'est un peu dommage. Mais l'année dernière, ils n'étaient pas non plus autour de la table, c'était dommage également. Quand on a déjà 2 référentiels qui sont discutés à part, alors qu'à l'évidence quand même, on a une activité qui, elle n'est pas la même, mais elle doit être coordonnée, eh ben c'est sûr qu'on ne crée pas des bonnes conditions pour que ça marche bien. Et qu'aujourd'hui, et je vais achever avec ça mon premier propos, aujourd'hui, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est qu'il y ait des plateformes communes, des services publics d'urgence, publics et privés, qui participent au service public, et dans, à mon avis, lesquels on trouve l'offre de transport sanitaire, les ambulanciers, pour dire clair, et qu'effectivement, on arrête d'avoir un référentiel discuté ici, un référentiel discuté là, une salle de régulation du 15 qui se passe ici, un centre opérationnel ici, un coordinateur qui existe ou qui n'existe pas, et qu'effectivement, la situation actuelle, elle ne facilite pas quelque chose de fluide, parce que c'est morcelé dans les négociations et c'est morcelé dans les centres opérationnels. Allez-y, si vous voulez. Bon, je voudrais ouvrir 3 parenthèses. Première parenthèse sur l'article 66, pour des expérimentations. Qu'est-ce que c'est qu'une expérimentation ? Une expérimentation, il y a un texte réglementaire qui n'est pas appliqué, et on va inventer une expérimentation
comme ça on va bidouiller, bricoler quelque chose qui va peut-être marcher, et en tout cas les résultats, quand ils vont sortir, ceux qui ont lancé l'expérimentation, les politiques ou les administratifs qui ont lancé l'expérimentation, ça ne sera plus les mêmes le jour où l'expérimentation aura rendu ses résultats. Donc en fait, ça permet d'éviter de prendre des décisions, ça permet d'éviter d'appliquer strictement la loi, et on reporte cette application de la loi au calendrier grec, de façon à ce que ce soit les petits camarades qui prendront la succession qui vont hériter du problème. Donc personnellement, j'ai beaucoup de mal à croire que l'expérimentation puisse aboutir. Moi, je proposerais une expérimentation, c'est qu'on fasse l'expérimentation d'appliquer la réglementation. Et ça serait bien. Parce qu'une des solutions fondamentales de ce dont on parle se trouve dans l'application de la réglementation, tout simplement. Deuxième chose, sur cette scission professionnelle entre les transports et le secours. Mais non. Donc ça veut dire qu'on va réduire les ambulanciers au transport. Alors déjà, je précise quand même qu'il y a une restructuration de la carte hospitalière. On regroupe les hôpitaux, donc les patients sont amenés à aller plus loin pour être mieux soignés. Il y a de moins en moins d'hôpitaux, il y a les plateaux techniques hospitaliers qui sont regroupés, et donc les ambulanciers ou les sapeurs-pompiers, en tout cas les vecteurs de transport, vont faire plus de kilomètres. Et ça change énormément de choses, parce qu'on ne prend pas le patient tel qu'il est, on le dépose à l'hôpital le plus proche. Économiquement, c'est catastrophique, parce qu'il va y avoir des retransferts derrière, et puis sur le plan du patient, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, il y a une régulation du SAMU qui décide de la destination adaptée à l'état du patient, et comme on regroupe les plateaux et qu'il y a de moins en moins de plateaux techniques, mais qui sont de plus en plus polyvalents, on va aller plus loin. Donc c'est un vrai métier de santé. La notion de transport, qui est une notion particulièrement réductrice, on va nous appeler les transporteurs. Non, non, non. Les ambulanciers sont des professionnels de santé, et emmener un patient plus loin que précédemment, c'est un vrai métier qui change. Donc je ne suis pas d'accord avec cette notion de « nous, on fait le secours et vous êtes des transporteurs et on ne fait pas le même métier ». Si, on fait le même métier, on a des facettes qui se rejoignent, on a des facettes qui sont potentiellement concurrentes, mais cette concurrence se règle par deux choses. D'abord, parce qu'il y a de plus en plus de patients et il y aura de plus en plus de boulot, et donc on a intérêt à se le partager. Et deuxièmement, les patients ont besoin du meilleur vecteur, et il y a le juge, qui s'appelle le SAMU, qui doit envoyer le meilleur vecteur, quelle que soit sa couleur, et c'est là où on se rejoint. Et la troisième parenthèse que je voudrais ajouter, c'est concernant les plateformes communes. Le SAMU tire ses racines de la médecine hospitalière. Un SAMU est à l'hôpital, un SAMU est un service hospitalier. Aujourd'hui, les technologies permettent d'avoir des plateformes communicantes. Mais est-ce bien utile de se mettre tous dans une même pièce pour faire des métiers différents? Quand vous prenez un patient qui est emmené à l'hôpital par le SAMU, et qu'au sein du SAMU, il y a un médecin qui est chargé de cette typologie de pathologie particulière, que chaque intervention du SAMU est enregistrée sur un ordinateur, épluché, analysé, qu'il y a les staffs et qu'ils vont revoir au 3e étage, au 2e sous-sol, ils vont voir les patients, l'évolution des patients pour l'évolution des protocoles. On est dans la vraie médecine d'urgence et ça, c'est le SAMU. Quel est l'intérêt de les mettre dans la même pièce avec les pompiers qui ont leurs spécificités, qui évoluent de plus en plus vers des technologies, des techniques. Le SAMU, c'est la médecine. Les sapeurs-pompiers, de plus en plus, sont les ingénieurs. Donc, ce sont des évolutions extrêmement intéressantes et importantes. Mais ressortir les plateformes communes et réduire les ambulanciers au rôle de transporteurs, ça n'est pas le bon débat. Cyril Deha, peut-être Patrick You. Prenez la parole librement. Soyez libre de prendre la parole. Je vais reprendre un petit peu le discours. Alors, la plateforme commune, pour moi, elle est très importante.
Pour plusieurs points, parce que dans une salle commune, le pompier, je l'ai même dit encore l'année dernière, les sapeurs-pompiers sont à côté de nous, la régulation médicale se retrouve exactement dans les mêmes situations, que ce soit une catastrophe ou que ce soit n'importe quoi, et a pour but en fait de sentir l'ambiance qu'il y a dans la salle et de faire venir le vecteur de secours le plus adapté. Ensuite, la régulation médicale, il faut se dire aussi quelque chose, et je pense que tous les ambulanciers ici le diront. On a des armes qui, aujourd'hui, n'ont pas pris l'habitude de déclencher un vecteur de secours ambulancier. Ils ont pris l'habitude, en fait, très clairement, d'appeler soit les sapeurs-pompiers, soit autre chose, pour les salles de coordination, je parle, où il n'y a pas de régulateur ambulancier. Et les carences ambulancières augmentent. On le voit très bien, c'est très flagrant. Ensuite, moi, ce qui me désole un peu, effectivement, dans le même principe que disait Patrick, c'est aujourd'hui, malheureusement, vous avez autour de la table que des gens qui sont de terrain et qui vont vous expliquer ce qu'on connaît déjà. Malheureusement, aujourd'hui, comme vous disiez, il y a les fédérations qui sont représentatives de la profession qui ne sont pas présents à cette table-là et qui pourraient justement faire bouger les lignes. Aujourd'hui, nous, on est là, on parle d'une même voix, mais eux n'entendent pas. Et il est là le souci. J'aimerais revenir également sur la notion d'urgence vitale des ambulanciers. Elle est inscrite de toute manière dans notre référentiel. Elle est inscrite également dans le référentiel des sapeurs-pompiers. Afin de se partager les urgences vitales, il y a la géolocalisation. La géolocalisation, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi comme premier vecteur de secours à côté d'un patient. Le patient doit être, que ce soit sapeur-pompier ou ambulancier ou quelqu'un d'autre, le premier qui est sur la plus proche des victimes en cas de détresse, il n'y a que la géolocalisation pour le faire. La géolocalisation est dans le référentiel de 2009. On est 10 ans après, les équipes ne sont pas encore équipées. Ça pose un problème. Ça pose un réel problème. Et c'est là où je dis, voilà, il y a un problème d'efficacité et d'efficience de la garde. Alors, bon, sur les plateformes communes, moi, je suis pas forcément d'opposition, à condition que ces plateformes aient lieu, là je te rejoins Luc, à l'hôpital, parce que je pense que c'est le rôle du SAMU d'être en milieu hospitalier. Qu'il y ait une régulation aussi SDIS ou 3SM dans les mêmes locaux ne me pose pas de problème. De même que la coordinatrice ambulancière ou le coordinateur ambulancière, là, plus que l'arme, doit être au sein de cette salle. Parce que je crois qu'il n'y a rien mieux que de se côtoyer pour pouvoir échanger. Alors, effectivement, les plateaux techniques évoluent, les trajets sont de plus en plus longs. Alors, je vais peut-être choquer les gens, mais nous sommes aussi des sociétés privées. On a besoin aussi d'être productifs. Hein, et on peut être productif en aidant les autres et en faisant notre métier de base. Tout simplement parce que 55% de temps d'occupation d'une ambulance est du temps productif. Les kilomètres à vide, mais il faut les exploiter, bien évidemment. Bien évidemment. Quand dans notre région, la région Pays de la Loire, on va rentrer dans on travaille sur l'articulation régionale des SAMU. C'est-à-dire que les 5 SAMU du département vont avoir le même système informatique. Un transfert de dossier patient pourra être fait d'un département à l'autre. Un patient du 44 qui a un problème de santé dans le 85, son dossier sera accessible, etc. Un incendie ou un problème technique dans un des SAMU, l'autre SAMU pourra prendre le relais. C'est une avancée. Il fallait se greffer là-dessus. C'est ce qu'on a fait depuis quelques semaines. Une ambulance du 85 peut être déclenchée dans le 44. Alors on parlait de carence. On a un exemple très clair qui date d'il y a quelques jours. On a une demande d'intervention du SAMU vers notre coordinatrice qui est à l'intérieur de la salle. Donc c'est très important, la coordinatrice est à l'intérieur de la salle. Elle doit elle vit avec l'ambiance, elle anticipe, etc. L'intervention est demandée dans un délai inférieur à 10 minutes.
Géolocalisation, une ambulance du 85 lui propose un délai de 8 minutes. Effectivement, il pouvait y avoir l'ambulance de secteur qui aurait été là, mais elle ne pouvait pas intervenir dans les délais impartis. Bingo, l'ambulance du 85 qui redescendait à vide, temps improductif, prend en charge le patient y gagne, tout le monde y gagne. On parle de notion de pompe secours, on peut le mettre là. Ça, c'est un véhicule blanc, demain, c'est un véhicule rouge. Combien d'effecteurs circulent tous les jours, traversent la France et sont sous-exploités. Bien sûr, il faut un cahier des charges, il faut que ces véhicules-là correspondent à une certaine catégorie, avec un certain équipement, avec une formation du personnel embarqué. Mais oui, on a une carte à jouer. L'avenir de notre profession, l'avenir de l'urgence pas-hospitalière, elle est là. Il faut arrêter avec ces querelles blanc, rouge, etc. Ça n'a pas de sens. Ça oui, vraiment pas de sens. C'est quelque chose que vous avez d'ailleurs répété hier et que vous me répétiez même dans les allées du salon. Vous en avez vraiment marre du coup de toujours entendre cette querelle blanc-rouge. Vous voulez sortir de ça le plus possible. Le meilleur ennemi de l'ambulancier, c'est l'ambulancier lui-même. Est-ce que vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir à ce qu'ont dit mon voisin de droite, parce que s'il l'a dit, c'est pour que j'en dise quelque chose. Moi, je ne pensais pas parler du SAMU parce qu'ils n'étaient pas là. Mais en fait, ils sont représentés. Donc, je vais en parler. Je ne vais pas vous faire la guéguerre, ce n'est pas la question. Quand je parle de plateforme commune, c'est parce qu'on constate que le système actuel ne marche pas. Alors, je veux bien qu'on soit à l'hôpital. C'est complètement mytho. Que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez sur la tour Montparnasse, que vous soyez n'importe où, ça ne change strictement rien au métier qui est fait. Et c'est SAMU de France le premier qui explique que le médecin qui est en régulation, en même temps, il ne doit pas faire autre chose. Il ne doit pas avoir une activité clinique. Donc on ne peut pas à la fois dire il faut qu'on soit à l'hôpital parce que c'est dans notre ADN, sinon on étouffe, et puis nous dire attention, et c'est vrai, quand je suis à la régulation, je ne vais pas faire de la suture, je ne vais pas faire d'autre chose. Donc l'argument hôpital, c'est juste l'argument de gens qui veulent rester entre soi. Voilà. Ça c'est dit, on n'est pas obligé de partager, mais très très clairement, je ne vois plus aucun argument pour tenir il faut qu'on soit à l'hôpital parce que à l'hôpital on est meilleur. Ça c'est une chose. Il ne faut pas qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai toujours du mal. Il ne faut pas qu'on travaille ensemble, j'ai toujours du mal. Voilà. Il y a des moyens techniques. Allez regarder le 13 novembre 2015 comment les moyens techniques ont fonctionné et vous verrez que quand on n'est pas à la voie, c'est un cauchemar. D'accord ? Ça ne fonctionne pas en situation de stress. Je ne parle même pas des crises majeures. Ça ne fonctionne pas en situation de stress. Les plateformes virtuelles, c'est très bien pour gérer du flux quand tout va bien. Et si on ne peut pas être à côté. Quand vous gérez des situations tendues, sans même aller dans une grande crise, ça ne fonctionne pas. Alors on peut souhaiter que ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, moi je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Voilà. Moi je suis désolé, l'histoire, je veux bien toute la régulation qu'on veut, mais il se trouve que ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que sinon on n'aurait pas de plus en plus de carences. Vous vous en plaignez, nous on s'en plaint. Moi je suis dans un département où aujourd'hui on a une ardoise de 2 millions d'euros. Donc au SDIS, on a 2 millions d'euros dehors de carences. Avec des gens qui ne veulent absolument pas de plateforme commune, bien évidemment, parce que, hors de question, la science est entre quatre murs. Quand on sort des murs, la science, elle disparaît. Bon, voilà. Ça ne fonctionne pas. Alors, je veux bien qu'on continue à chacun se regarder notre nombril en disant on est les meilleurs, c'est mieux. Si ça ne marche pas, c'est de la faute à l'autre. Moi, je pense que c'est court et qu'il faut changer de disque. Le disque, on est à l'hôpital, il y a que là que ça marche, il faut changer de disque. Le disque, on ne fait pas le même métier, vous comprenez, nous, on fait de la santé, du psycho, machin. Je veux bien qu'on fasse tout. Mais il se trouve que nous, on a aussi une activité qui n'est pas sans lien, parce qu'en même temps, on nous dit on fait la même chose, d'accord ? Donc, je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Bon, d'autres le pensent, hein, le président de la République l'a dit le 6 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur le dit, alors je suis bien le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas le ministre de la Santé. Le président, pour l'instant, c'est une orientation qui est prise. Alors peut-être qu'elle ne se prendra pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui freinent des cas de fer. Mais je pense que ces gens-là ont une responsabilité très claire. Je veux bien qu'on explique qu'on est mieux tout seul dans son coin, que la science, elle irradie parce qu'on a construit ici les murs d'un hôpital et puis qu'ailleurs, elle se disperse. Mais je pense que ça ne tient pas à la réalité. Je pense que c'est du pipeau. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans cette salle à parler de ça, c'est parce qu'il y a des choses à améliorer. Et que si on veut améliorer, il faut le faire ensemble. Et que quand on est bugne à bugne, en face, qu'on travaille à côté, il y a plein de choses qui peuvent se résoudre un peu mieux. Ça ne suffit pas à ce que ça marche, mais dire ça marchera mieux parce que je reste dans mon coin, franchement, en 2018, je pense que c'est quelque chose qui est dépassé. Alors, c'est quand même à l'hôpital qu'on soigne les patients. Que je sache, on n'emmène pas les patients se faire soigner dans les casernes de pompiers. Si. Le SAMU, c'est la médecine. Et la médecine, c'est à l'hôpital. Maintenant, concernant les carences,
il y a un adage évident. Pas d'urgence, pas de non-urgent. C'est-à-dire que si les ambulanciers ne se voient pas confier des missions d'urgence au quotidien, très rapidement, le système s'épuise, se délite, et ils ne peuvent même plus assumer les non-urgents. Donc, on ressort d'une guerre, et on est d'accord pour dire que c'est une guerre totalement stérile d'opposer les rouges et les blancs, on est bien d'accord, sauf que la politique qui a été menée pendant des années a tenté à vouloir amoindrir la situation, les prérogatives et le fonctionnement des ambulanciers. Donc, à partir de là, le tissu ambulancier s'est quand même dégradé sur le plan de la disponibilité, pas en termes de qualité, mais au niveau de la disponibilité. Et aujourd'hui, on est obligé de reconnaître, et ce n'est pas belliqueux de dire ça, que les sapeurs-pompiers qui ont revendiqué l'exclusivité de l'urgence, et il suffit encore de regarder quand même sur le site de la Fédération des sapeurs-pompiers, ils continuent. Ils recherchent l'exclusivité de l'urgence, et d'un autre côté, ils se plaignent des carences qu'ils ont eux-mêmes générées. Donc aujourd'hui, il faut travailler à ce que les ambulanciers reprennent leur place dans l'aide médicale urgente. Et ça n'est que comme ça qu'on arrivera à supprimer les carences. On ne peut pas à la fois avoir contribué à anéantir un dispositif et reprocher aujourd'hui les carences de ceux qu'on a affamés et qui sont maigres. Donc la solution réside dans l'application, encore une fois, des textes réglementaires, dans l'adéquation de la tarification, donc on est obligé d'en parler. Là aussi, on va prendre un exemple. Il n'y a plus de VSL, le VSL. Il n'y a plus de VSL à Paris. Il n'y a plus de VSL dans les grandes régions peuplées, surpeuplées. On ne se pose pas la question de savoir que le VSL, la tarification est totalement inadaptée et que le VSL est mort. Bon, ce qui concerne un certain nombre d'entre nous, ce n'était pas notre métier, c'était du transport pur et simple, mais bon, peu importe, ce n'est pas la question. Si on tue l'ambulancier, on ne peut pas reprocher des carences. Donc aujourd'hui, ne reprochons pas aux ambulanciers les carences. Les carences des ambulanciers viennent du fait qu'il y a une tarification qui n'est pas adaptée. Il y a donc ça c'est côté assurance maladie. Côté SAMU, il y a une régulation qui est quand même assez régulateur dépendant. Et donc le lundi, les ambulanciers vont être appelés, le mardi, ils ne vont pas être appelés, etc. Donc là aussi, il y a des arbres décisionnels qui doivent être, des accords et des arbres décisionnels qui doivent être réglés. Il y a les ARS qui n'appliquent pas et ne prennent pas les moyens d'appliquer la réglementation. Et il y a effectivement des ambulanciers qui, du coup, ne peuvent pas mettre à disposition les moyens nécessaires. Donc, reprocher les carences et aujourd'hui ouvrir des grands yeux en disant « Mon Dieu, il y a des carences », eh bien, reprenons, c'est dommage qu'effectivement les fédérations ambulancières ne soient pas présentes, parce que depuis des années, elles préconisent des solutions, elles alertent les pouvoirs publics, elles alertent le payeur, le SAMU, les tutelles, pour exprimer une dégradation, un risque de dégradation des services d'ambulance. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a des carences. Eh bien, appliquons la loi et mettons que chacun prenne bon, ses alors allez-y, il y a des Non, réactions. Allez-y. Là, Luc, je ne peux pas être d'accord. Je peux pas être d'accord. On revient là sur une querelle blanc-rouge qui m'intéresse absolument pas. Absolument pas. 2003, vous êtes parti, tu faisais partie de la Chambre à ce moment-là, vers un schéma sur la permanence de soins qui automatiquement nous emmenait dans le mur. Souviens-toi de certains congrès où j'avais pris la parole, je vous avais interpellé. Le 44, visiblement, c'est pas la France. Moi, je constate une chose, avec les mêmes moyens, sans aucune subvention, département quasi identique, un des responsables du groupe Keolis, majoritaire maintenant dans le transport sanitaire, en Gironde, 11 740 plus 7% chiffre 2017. La Loire-Atlantique,
aucune subvention, 500 carences. Tout part de 2003. Tout part de 2003. Vous nous avez entraînés sur des schémas de garde préfectorale qui étaient effectivement déficients. Il fallait faire la différence entre l'urgence préhospitalière et la permanence de soins. Je voulais l'offrir à Thierry Schifano aujourd'hui. C'est un petit dictionnaire où j'ai stabiloté le mot urgence. C'est clairement marqué sans délai. À partir de ce moment-là, vous nous avez floués. C'est très clair, notre profession. Vous êtes partis sur des querelles blanc-rouge alors que je suis désolé. Attendez, pourquoi vous, qu'on comprenne bien? Parce que tu étais à la chambre à ce moment-là. Oui, mais je ne renie pas le passé. D'accord, donc vous avez fait partie de la Oui, D'accord. j'étais... Pour que tout le monde le sache, si certains ne le savaient pas. Donc, voilà, le schéma, il n'était pas bon. Il n'était pas bon. Maintenant, on rame depuis 14 ans pour essayer de retrouver notre place. Effectivement, les sapeurs-pompiers, il a fallu qu'ils s'organisent. Il a fallu qu'ils fassent face à ces carences. Parce qu'il y en avait, tu ne peux pas dire le contraire. Notre département, si on suivait le schéma, nous repassions à 9 ambulances sur la période de nuit et de permanence pour couvrir le département. À ce moment-là, ça aurait été une catastrophe. Nous étions sur un système de garde volontaire. On a réussi à préserver ça. Et on a réussi, avec l'appui de la préfecture, de la CPM, etc., et même du SDIS à l'époque, en disant attention, la permanence ne vient pas la permanence de soins ne vient pas se substituer à l'existant, mais vient le renforcer. Et on a su faire la différence entre ce qui était l'urgence préhospitalière, c'est-à-dire sans délai, géolocalisation, un moyen rapide, etc., et la permanence de soins, qui était un véhicule dans les 30 minutes. C'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors effectivement, on imagine bien que si on était revenu au système qu'on nous imposait, ce qu'a fait la Gironde et beaucoup d'autres départements, c'est-à-dire 9 ambulances de garde sur la période, on aurait explosé les carences. Et c'est ce qui se passe dans bien des départements. Et on fonctionne toujours sans subvention, Luc, et tu le sais très bien. Alors... 11 700, c'est le chiffre de l'ARS. Alors attendez, on va vous donner un micro si vous voulez répondre. Très rapidement s'il vous plaît, parce que si on commence à... Voilà, très rapidement. Moi je voudrais simplement préciser pour la Gironde, les chiffres sont exacts, il y a plus 11 700 carences, parce que les ambulanciers de Gironde ne prennent plus les missions d'urgence. Les services d'urgence de Bordeaux acceptent les patients dans un délai de 2h30 à 3h. Donc il y a un désengagement. La Gironde est passée de 18 000 missions faites par les ambulanciers privés en 2009 à 36 000 en 2013. Et depuis 2013, il y a une diminution parce que l'ARS ne met pas les moyens dans les services hospitaliers pour accueillir les patients. Le SDIS en pâtit. Le SDIS pourra confirmer qu'à Bordeaux, ils sont obligés de mobiliser des casernes distance de 40 km. Et ça n'a rien à voir, le système fonctionnait très bien. C'est uniquement une capacité d'accueil dans les centres urbains, que précisait Lille, Paris, etc., où on a un engorgement des services d'urgence. Et je voudrais simplement préciser que le fait que les ambulanciers répondent à l'urgence leur permet également, par les volumes, de contribuer au retour des patients et au désengorgement de ces services qui créent des carences. Alors Luc, et après Patrick Erdogan. Oui. Je ne voudrais pas que le message soit vraiment dilué, parce qu'on est en train de parler de situation, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque département a sa situation particulière. Ce qui est une certitude, c'est d'abord qu'effectivement, aujourd'hui, les carences sont dues notamment à une culture qui s'est installée et qui a été imposée par des propos parfois un petit peu... On a bien aimé se chamailler, hein, on aimait ça, hein, mais n'empêche qu'il y a eu une guerre, une petite guerre stérile, pompiers, ambulance. Et il suffit de lire encore une fois les sites internet, et les pompiers revendiquant l'exclusivité de l'urgence, il y a eu un recul ambulancier sur ce domaine, et c'est ce qui explique notamment les carences. Donc aujourd'hui, il faut remonter cette pente, et on a tous les atouts pour le faire. Les atouts pour le faire, c'est quoi ? C'est simplement qu'aujourd'hui, effectivement, comme on disait tout à l'heure, la perspective a changé. Il y a de plus en plus de patients, il y a de plus en plus de distances à effectuer. Et la prise en charge d'un patient en ambulance, aujourd'hui, est une vraie prise en charge de professionnels de santé. Donc les ambulanciers et l'évolution des ambulanciers, les évolutions technologiques, les évolutions de formation, chez les sapeurs-pompiers également, sont en train d'évoluer. Et donc c'est un véritable métier de santé.
Et il se trouve que sur le plan purement économique, l'apport ambulancier est un apport particulièrement favorisant l'équilibre économique, notamment à travers la régulation du SAMU. Donc, sur le plan de l'économie, la caisse d'assurance maladie et les payeurs, d'une façon en général, ont tout intérêt à ce qu'il y ait une complémentarité ambulancier, sapeurs-pompiers, intervenants divers, secouristes. Et c'est le patient qui a le droit au meilleur vecteur. Et c'est au SAMU de décider qui il envoie. Maintenant, sur les schémas décisionnels, à quoi a travaillé notamment la Chambre nationale des services d'ambulance? À 2 textes réglementaires que tu connais bien, qui sont les 2 arrêtés de 2009. L'un qui définit notamment le véhicule type A1 et le type B, avec du matériel, avec le défibrillateur défibrillateur externe automatisé, avec un certain nombre de matériel, etc., qui globalement est le même matériel que nos amis sapeurs-pompiers. Donc c'est les véhicules de type B que tout le monde connaît ici. Et puis le deuxième arrêté, c'est cet arrêté, ce fameux arrêté. Alors je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais, mais je ne crois pas. Que tu parlais plutôt des systèmes de garde et départemental. Alors effectivement, on peut se rejoindre sur certains aspects, mais l'arrêté de 2009, l'arrêté donc de mai 2009, révisé en août, est un arrêté qui impose, qui d'abord précise que les ambulanciers ont vocation à effectuer des missions d'urgence et notamment d'urgence vitale dans l'intérêt du patient, c'est bien spécifié. Et deuxièmement, qui préconise un système de mise en place de permanence H24 organisé par les ATSU et en imposant des véhicules de type B sur le volontariat des services d'ambulance, c'est-à-dire que des compagnies d'ambulance qui ne veulent pas investir dans l'urgence et qui préfèrent un retrait sur d'autres activités différentes peuvent le faire dès lors que les services d'ambulance volontaires pour effectuer l'urgence sont mobilisés. Donc on a introduit cette notion d'entreprise volontaire. Je voudrais donner quand même la parole à Patrick Erdgen et à Cyril Deharbe, et ensuite j'aimerais interroger la FACHE qui... voilà, donc allez-y, je vous en prie, puis on passera un peu dans le public après. Moi, je vais redire que on n'a pas besoin, on n'a pas envie et on n'a pas amaigri, pour reprendre l'expression qui a été citée, les ambulanciers. On a besoin d'ambulanciers qui fonctionnent, qui sont opérationnels, qui font de l'urgence. Et j'ai jamais dit qu'on devait avoir le monopole de l'urgence. On en a besoin. Parce que si vous ne le faites pas, nous on se retrouve avec ces putains de carences, excusez-moi, hein, je vais parler cash, et on s'englue parce que de toute façon qu'on fasse 1000, 2000, 5000 ou 10 000 carences, à la fin de l'année on aura pratiquement le même argent et ce n'est pas l'indemnisation de maintenant 121 € qui va nous mettre à l'équilibre. Donc on ne veut pas faire ce boulot d'urgence qui est votre boulot. On va faire un boulot de secours d'urgence. Ok, il y a une partie qui peut être commune, j'ai pas de souci moi avec ça. Il y a une partie qui peut être commune quand on a une organisation qui permet de le faire. Pas de souci de géolocalisation. Je pense qu'il y a toute une partie du spectre de ce qu'on fait aujourd'hui que vous pouvez faire, mais peut-être que vous faites déjà selon les endroits, selon l'organisation, etc. Ok. Mais nous, on ne veut pas des ambulanciers maigres. On veut des ambulanciers efficaces qui sont là, qui font le job. Parce qu'on n'est pas là pour faire le job des ambulanciers. D'accord ? Alors moi je veux bien qu'on dise tout est de la faute des pompiers parce que c'est confortable, on a un ennemi commun. C'est ce que j'ai dit. Hein. Non, je sais bien. Bon. Mais je veux dire, ok, mais non, on n'a pas besoin. C'est pas parce qu'on est gentil, c'est parce qu'on n'a aucun intérêt. Je voulais juste dire que vous récoltiez un peu ce que vous aviez semé. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir semé ça. En revanche, juste arrêtez à tout bout de champ de dire à la fois je ne connais que la régulation du SAMU, c'est extraordinaire, c'est Dieu le Père, et les nuages se sont ouverts et puis il y a une lumière qui est arrivée. C'est la médecine. Non, je la connais la médecine, j'ai fait la même. J'ai fait la même avec les mêmes pendant très longtemps. Donc je la connais parfaitement. Arrêtons de dire tout et puis de dire le lundi, le régulateur est fait comme ça, le mardi, etc. Je veux bien que ce soit formidable, mais en attendant, je répète, cette fameuse régulation infaillible, eh ben, elle vous amène à faire de la carence. Elle vous amène à faire quoi ? Est-ce que c'est plus facile d'appuyer sur le bouton pompier ? C'est gratos ou quasiment. Et on ne se pose pas de questions. Que d'aller organiser
je suis désolé, que d'aller organiser une régulation ambulancière. Moi, régulation, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne comprends pas si ça veut dire je réponds au 15 et je donne la réponse la mieux adaptée. Je ne comprends pas si ça veut dire je vais à tel ou tel hôpital. Ce que je vois, c'est que nous, au 15, on a besoin de gens qui répondent. Et quand nous, sapeurs-pompiers, on passe un bilan, eh ben, nous, on a le disque, on a Vivaldi pendant X temps. Et nous, on propose de remplacer Vivaldi par le boléro de Ravel, parce que ça sera un peu moins monotone. D'accord ? Voilà, donc on a ce problème-là. Deuxièmement, quand on nous explique que c'est formidable, la médecine va nous dire où aller, on sait très bien où on va aller parce qu'il n'y a plus qu'un seul hôpital, on le connaît parfaitement, on sait que ce n'est pas forcément le plus proche, on le sait très bien. Le problème, c'est que les collègues en Gironde, dans le Nord, à Paris, partout, ils attendent 30, 45, 60, 90 minutes à la porte de l'ambulance, avec vous, à la porte des urgences, avec vous. Avec vous, on se retrouve tous ensemble. Moi, je l'ai déjà été. Moi, je suis plus dans les VSAV tous les jours. Sauf que je me suis déjà retrouvé avec ma petite voiture rouge dans des urgences, à vous être 4 ou 5 VSAV et sans doute 2 fois plus d'ambulanciers. Donc, on est dans le même système. Donc, arrêtons de dire ah, c'est formidable, il y a un truc qui vient du ciel, c'est la magie, et puis ça marche pas. Posons-nous la question pourquoi ça marche pas. Je suis désolé. Eh ben, on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Attendez, parce que je voulais aussi donner très rapidement. On est quand même d'accord pour dire ce qui vient de se dire, qu'il faut donner au SAMU des moyens supplémentaires, notamment pour la réception des appels et pour qu'ils soient plus efficaces. Donc, effectivement, accroissons les besoins et accroissons les moyens. Accroissons, ça se dit, les moyens du SAMU. Ça, c'est une chose. Et autre chose, effectivement, dans le panel des responsabilités des échecs, il y a effectivement le fait des attentes aux urgences, c'est-à-dire qu'on va demander aux ambulanciers et aux sapeurs-pompiers d'être efficaces sur le terrain, et puis on va les bloquer une demi-heure, 3/4 d'heure à la porte des urgences, ce qui est effectivement, ou voire plus, ce qui est effectivement un des vrais problèmes. Donc on est en tout cas d'accord sur un certain nombre de problèmes, et on est d'accord sur le fait d'essayer de trouver une solution ensemble. Pas forcément dans la même pièce, parce que ça ne sert à rien, mais vous êtes les bienvenus à l'hôpital. Mais en tout cas, on est d'accord pour trouver une solution. Alors, Cyril, allez-y. Moi, j'aimerais revenir sur plusieurs points que j'ai entendus, parce que c'est marrant, quand on écoute ce qu'on parle aujourd'hui, tout à l'heure, de fissures ou de guerre pompiers, on ne la retrouve pas sur le terrain. Les ambulanciers aujourd'hui travaillent main dans la main la plupart du temps avec les sapeurs-pompiers. On est très régulièrement ensemble sur le terrain pour X raisons. Et il n'y a pas cette fissure. On travaille ensemble. Le socle commun, ce qu'il y a de plus important, c'est le patient. Ce socle commun secouriste, on l'a tous. Quand on arrive sur un point économique. Le point économique, le rapport de l'IGAS dit on a 346 € d'indemnité pour une ambulance. Bon, ces 346 € d'indemnité représentent 72% de frais fixes. C'est pas moi qui le dis, c'est le rapport. Sur ce rapport-là, on dit il y a 90 € à l'époque, on est en 2000, c'est-à-dire le rapport était de 2014 et on est sur des chiffres de 2012. On est sur 90 € à peu près, en gros, de bénéfices, on va dire, sur l'aller quand on emmène le patient à l'hôpital. Avec l'abattement qu'il y a, il nous faut à peu près 2 transports en moyenne pour arriver à l'équilibre. L'équilibre a été reconnu à 477 €, c'est le rapport de l'IGAS. Alors, déjà, il faut préciser que les 346 € datent de 2003. C'est-à-dire que c'est une tarification qui date de 2003 et qui n'a absolument pas évolué. Oui, mais le rapport... Maintenant, le problème, il y a 2 composantes dans le chiffre d'affaires d'une garde départementale. Simplement le fait que, comme nous sommes payés à l'acte, eh bien, non seulement il y a effectivement ces 346 €, mais il y a le volume d'activité, le volume d'affaires, le nombre d'affaires. Et donc, une des problématiques qui ont contribué à l'amoindrissement des moyens ambulanciers, quantitativement, je ne dis pas qualitativement, mais quantitativement, c'est tout simplement le manque d'appels. C'est-à-dire que vous mettez en place un dispositif qui est payé majoritairement à l'acte, soit il est utilisé, et dans ces cas-là, il se développe, soit il n'est pas utilisé, et dans ces cas-là, il se délite, et c'est ce qui est arrivé. Alors allez-y, continuez du coup. Donc je disais qu'à peu près, c'était dans le rapport de l'IGAS, qui est quand même l'inspection générale des affaires sociales, il faut deux transports, 2 appels. Le rapport de l'IGAS, je suis désolé, le rapport de l'IGAS dit 2 transports à peu près. Il se trompe.
Eh bien, il se trompe, vous direz ça à l'inspection générale. Dessus, en tous les cas... Comment? Oui, mais on est d'accord qu'il est écrit 2. Bon, bref. Ensuite, ça peut être plus. Ça peut être plus. D'ailleurs, aujourd'hui, les ambulanciers critiquent cette place, mais il faut la prendre. Si les sapeurs-pompiers aujourd'hui sont appelés, parce qu'il n'y a pas de vecteur de secours ambulancier, alors il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a plusieurs facettes, mais c'est parce que l'ambulancier ne prend pas sa place. Si le SAMU avait derrière des réponses ambulancières efficaces, ils éviteraient peut-être, à ce moment-là, d'envoyer des sapeurs-pompiers. Oui. Oui. C'est bien ce que je dis. Alors attendez, bougez pas. Je vais vous apporter un micro, ce sera déjà plus intelligible pour tout le monde. Rapidement, s'il vous plaît, parce que sinon, on en est là jusqu'à ce soir. C'est pas désagréable, mais... Bonjour. Donc je disais, on est bien à disposition pendant la garde départementale. Oui. Donc nous, on a fait l'expérience plusieurs fois. Hein. Après, ça ne concerne que nous. Forcément, on parle de ce qu'on connaît le mieux. On est un dimanche, d'accord, on est de garde départementale. Donc 346 €, un tarif qui n'est pas augmenté depuis 15 ans. Oui. Alors que le ambulancier d'il y a 15 ans, c'est plus le même qu'aujourd'hui, au niveau des tenues vestimentaires, de l'investissement au niveau du matériel, des véhicules, etc., etc. Donc on voit bien que si on avait il y a 15 ans le même salaire, ici, tous, là, on ne serait peut-être pas bien. Ça, c'est une petite anecdote. Mais quand on voit tous les VSAB qui arrivent, hein, j'ai mon épouse qui est là, donc nous, on est là, on attend. On est sur 2 secteurs différents, aucun appel. D'accord? Donc nous, ça ne nous dérange pas. On est gérant de la société, donc ça ne nous coûte pas d'argent. On est juste là à perdre notre temps et à regarder le défilé des VSAB. Donc là, il y a un réel problème. Quand on fait remonter les informations, on n'a aucune explication à nous donner. Donc là, ça pose vraiment problème quelque part, où il n'y a pas... Alors, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, la transparence, la géolocalisation, on est tout géolocalisé, tout, on fait tout dans les normes. Et derrière, le résultat, il n'y est pas. Si j'ai regardé le tarif, là, une sortie, après le forfait de 346 €, ça nous, c'est 20,26 €. D'accord? Si on prend dans la globalité, si on veut augmenter les compétences de chacun, que ce soit sur la structure du fonctionnement, sur la structure des ambulanciers, qui fait le cœur de notre métier, ceux qui roulent, d'accord? Il faut apporter de la qualité. Pour apporter de la qualité, il faut que le tarif, quand je vois les ambulanciers suisses qui sont payés à 400 €, d'accord, une sortie, et nous, forfait départemental à 53 €, il y a quand même un sacré décalage. J'ai eu l'ambulancier suisse, on a discuté ensemble. Donc, à un moment donné, j'entends aussi l'optimisation quand on a le vecteur, les kilomètres à vide. Mais là, ce n'est pas une pression supplémentaire qu'on mettrait à nos ambulanciers qui, face à l'urgence, encore une fois, ont besoin aussi, pas toujours optimiser, mais avoir de la qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chef d'entreprise, il faut avoir du résultat financier. D'accord? C'est l'obligation, hein, parce que sinon les banques, voilà, vous savez de quoi je parle. Et donc, si le tarif était réajusté à notre juste valeur, on ne devrait pas optimiser toujours et mettre de la pression autant sur notre système qui, justement, provoque des défaillances. Attention, mes propos n'étaient pas sur le fait de l'évolution. Je dis, voilà le constat qu'on a. Le constat qu'on a aujourd'hui. J'ai pas dit qu'il ne fallait pas évoluer sur la tarification ou sur autre chose. Vous comprenez que ça fait 15 ans. Ah mais moi, je suis entièrement d'accord. 15 ans, c'est énorme. Mais aujourd'hui, c'est pas nous qui faisons. Tu as raison. Le problème, il date de 2003. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On n'a pas choisi ce schéma-là. À l'époque, on a fait scission. Entre guillemets, la Loire-Atlantique a fait scission. On ne voulait pas partir. Effectivement, ça pouvait être bien, les 346 €, etc. En Loire-Atlantique, mon collègue qui est là, il avait une réponse qui avait été juste en préfecture. Il avait dit « On n'est pas des paysans ». Effectivement, on n'est pas des paysans et on ne va pas vivre de subventions. Alors, ce qu'on a fait, on a conservé notre garde commerciale qu'on avait et on a fait la différence, comme je te disais, entre la permanence de soins et ce qu'on appelait l'UPH. La permanence de soins, c'est donc effectivement les véhicules de garde. Donc, c'était la liste ARS, etc. Voilà. Et puis, on avait les véhicules, ce qu'on appelait de garde commerciale, enfin les véhicules d'urgence, qui, eux, étaient donc des véhicules lourds, équipés de défibrillateurs, multiparamétriques, enfin avec un cahier des charges précis, tant sur le matériel embarqué que sur la formation. Et cela était géolocalisé. L'intérêt de la géolocalisation, alors là, ce n'est pas vraiment la même géolocalisation qu'en Gironde, je m'excuse, c'est que
On s'est battu là-dessus et on rejoint le réseau ARESA, ce que je disais tout à l'heure, l'articulation régionale des SAMU. On s'est battu très rapidement de façon à ce qu'on ait les horaires qui remontent dans le dossier patient. Il y a un lien Centaure 15 et SCR qui faisait qu'on savait à quelle heure l'ambulance avait été déclenchée, à quelle heure elle était arrivée sur place, à quelle heure elle a quitté les lieux, à quelle heure elle est arrivée au CH. Ça, c'est imparable. Sur le plan médico-légal, c'est bon. Parce qu'à chaque fois, c'était ça, les ambulanciers, ils nous disent qu'ils mettent 10 minutes, ils en mettent 25. Là, bingo, c'était gagné. Et résultat des courses, on a eu 95% dans la période dite de permanence d'ambulances qui étaient déclenchées avec le système de géolocalisation parce que le médecin avait cette couverture et que ça lui convenait bien. Donc, résultat des courses, pas d'abattement sur ces transports. Donc là, on est en majoré. Sur ces missions, pardon, excuse-moi, oui, bonne réflexion. Sur ces missions. Voilà, et c'est comme ça qu'on a pérennisé. Alors après, on a augmenté la traçabilité et puis le déclenchement par la géolocalisation. Avec les systèmes, maintenant, c'est très simple. L'adresse, elle est rentrée, on sait à combien de minutes on peut avoir un vecteur. Mon rêve, c'est que les VSAV aussi soient inclus dans ce système-là. Ça ne l'est pas encore, mais là, on vient de faire rentrer nos collègues de Vendée dans le système. On est en discussion avec le 49. Le but, c'est d'arriver très rapidement à un schéma régional. Notre problème, comme je disais tout à l'heure, on a aussi des soucis économiques. C'est les retours à vide. Eh bien, bingo. Là, moi, sur des ACR dans notre entreprise, des ACR que nous avons récupérés, hein, c'était à plus de 40 km de notre base, parce qu'on a déclenché le moyen le plus près. Et là, on rentre clairement en concurrence avec l'annexe 1, effectivement, du départ réflexe. Et Patrick, tout à l'heure, disait... le positionnement des casernes. Mais nous, on ne parle pas de casernes, on parle de moyens déclenchés à l'instant T qui sont équipés et qui sont réellement là, mobiles. Tandis qu'une caserne, on le sait très bien, nous, on est aussi partenaire avec le SDIS, on est le 3e fournisseur de sapeurs-pompiers volontaires en Loire-Atlantique, donc on est très clair là-dessus. Ils peuvent, eux, il faut qu'ils aillent à la caserne, hein, et il faut qu'ils arment le véhicule et qu'ils partent. Nous, c'est le véhicule. Non, mais je suis tout à fait d'accord, sauf que si on veut amoindrir le... Mais non, mais 2003, c'était une catastrophe, il ne fallait pas aller vers ça. Ce que je veux dire, si aujourd'hui on veut compenser les carences, il faut que ce soit attractif pour tout le monde. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on ne rattrape pas 14 ans comme ça. Ouais. Voilà le problème, quoi. Et là, on a bien vu sur les derniers exercices de Plan Novi, on est complètement intégré et il n'y a plus de problème. Et même là-dessus, notre coordinatrice, ça bascule très rapidement en salle de crise. Et on est impliqué dès le départ. Attendez, on se calme. Est-ce que si vous voulez participer, voilà, on reste calme et on coupe les gens tranquillement. Voilà. Pardon, excuse-moi, il y a un gymnase avec des enfants en dessous qui s'est cassé la gueule à l'instant sur Berck-sur-Mer. Il se trouve qu'on a besoin des ambulances de cet homme-là et on va mobiliser, les SAMU nous ont alertés pour qu'on intervienne rapidement. Donc c'est pour ça que je l'ai coupé, je veux qu'il appelle sa régule pour envoyer des secours. C'est rien de personnel. Bien, parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réflexion? Alors oui, il y avait Lafache, pardon. Lafache et ensuite Bruno Basset, je ne vous oublie pas. Et ensuite, surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci, bonjour. Je suis Olivier Lebon, vice-président de Lafache. Lafache, c'est l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers. Donc, je n'ai pas été invité à participer à ce débat. L'année dernière, nous étions présents par l'intermédiaire de notre président Antoine Pereira, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Je vais vous donner mon œil extérieur et j'allais dire celui de l'ambulancier avant tout que je suis, parce qu'avant d'être agent du service public, je suis un ambulancier. J'ai commencé dans un CESU, comme la plupart d'entre vous ici, et j'ai commencé dans une société privée. Donc je sais à peu près de quoi je parle. Aujourd'hui, on s'est un petit peu écarté du sujet. Le sujet, c'était est-ce que l'ambulancier dans l'urgence préhospitalière a encore sa place? Parce que oui, notre profession est en péril. Je parle pour mes amis du secteur privé. Oui, forcément, elle est en péril. Moi, je le vois tous les jours. Je le vois dans mon SMUR et je vois dans tous les SMUR où je passe en France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des discours comme vous les avez, chacun dans vos fédérations, que ce soit chez les pompiers ou dans les sociétés privées. Aujourd'hui, c'est le pot de terre contre le pot de fer. On sait très bien que les sociétés privées n'auront jamais les capacités et les moyens, à l'heure actuelle, à être aussi compétitifs que les sapeurs-pompiers. Pourquoi? Parce que eux, c'est un service public, départementalisé.
Moi aussi, je suis dans un SAMU dit départemental, mais je suis local. Pourquoi ? Parce que chaque centre hospitalier doit subvenir aux besoins de son SMUR. Aujourd'hui, moi ça fait 22 ans que je suis dans la profession, mon SMUR meurt. Mon centre hospitalier meurt. Si je n'ai pas des ambulanciers privés dans mon département qui vont nous aider sur les transferts interhospitaliers de longue distance ou paramédicalisés, parce que ça se fait beaucoup, on n'en parle pas, mais ça se fait de plus en plus, les pompiers ne le feront pas, ou peu. Ou alors dans certains départements, de par leur géographie. Parce qu'on a oublié une chose, ici on est en région parisienne, il y a des moyens, Loire-Atlantique, presque le bord de mer, voire le bord de mer. Dans d'autres départements, comme les régions montagneuses, Pyrénées, Alpes, les moyens ne sont pas les mêmes parce que la géographie n'est pas les mêmes. Les moyens ne sont pas les mêmes parce que quand vous prenez un département de la Meuse, dans l'est de la France, vous avez 3 sociétés d'ambulance privées, dans tout le département, on peut se poser des questions. Oui, là, il y aura de la carence. Heureusement, on aura nos amis sapeurs-pompiers. Je rappelle aussi une chose, parce que moi, je ne veux pas lancer la pierre ni au privé, ni au public. Parce que vous ne le direz pas, c'est un secret que je vous dis entre nous. Mais moi aussi, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 16 ans dans une toute petite commune à côté d'une grande ville où je suis ambulancier SMUR. Mais aujourd'hui, l'ambulancier privé, quand il a une évacuation sanitaire à faire, il va appeler la régule du 15 en disant « j'ai besoin d'un renfort brancardage ». Pas de problème, on t'envoie un véhicule pompier. Aujourd'hui, l'ambulancier privé, il a besoin d'une évac sanitaire au 3e étage. On n'a pas les moyens, la formation, la compétence pour le faire. On appelle les pompiers. Moi, je travaille avec les pompiers. Mais depuis quelques années, dans mes interventions, j'ai beaucoup moins de VSAV et j'ai plus d'ASU sur les lieux d'intervention. Ça me fait plaisir, parce que c'est des collègues ambulanciers. Mais les ASU qui arrivent sur nos interventions, et ça c'est partout en France, je généralise, elles sont vétustes, elles sont vieilles. On a 2 ambulanciers qui vont nous dire « bon, j'espère que ça ne sera pas trop long parce qu'on a le retour de dialyse à faire après. Et puis après, on doit ramener une dame très obèse en bariatrique. Donc, il va falloir un petit peu speeder. » On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes compétences, mais on doit travailler ensemble. Travaillons ensemble, essayons de chercher des idées. Depuis 2003, apparemment, ça n'avance pas. La dernière fois que nous sommes allés au ministère de la Santé, on a fait cette réflexion à la DGOS, à la Direction Générale de l'Offre de Soins, et on a dit, mais donnez les moyens aux ambulanciers privés, donnez les moyens. Pourquoi favoriser des services de secours dits d'incendie ? Parce qu'au départ, historiquement, c'est quand même l'incendie. Essayons de donner des moyens. Dans cette table ronde, on aurait pu faire 10 tables rondes sur les sujets qu'on a entendus, notamment sur les régulations uniques. Aujourd'hui, je peux vous dire que dans le SMUR où je suis, l'ARS a décidé d'enlever une ligne de SMUR. Pourtant, je suis dans une ville, une métropole, pour ne pas la nommer, c'est Nancy, en Meurthe-et-Moselle, qui s'agrandit, où la population, où le bassin d'anciens grandit, et les risques et les interventions sont 2 fois supérieurs à ce qu'il y a eu il y a 20 ans. Mais pourtant, on nous enlève une ligne de SMUR, parce que nous n'avons pas les moyens. On ne peut pas vous remplacer l'UMH ou l'AR, parce que votre hôpital est déficitaire de 40 millions, et vous êtes sous tutelle. Tout à l'heure, je discutais avec le patron de Boss et je lui disais, il y a 20 ans, quand je suis rentré dans le SAMU, il y a des associations de secours qui venaient nous voir en disant voilà, on est la Croix-Rouge, la protection civile ou autre, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner une AR que vous ne servez pas parce que vous avez une belle cellule carrée, nous on va faire des postes de secours, etc. 20 ans après, aujourd'hui, c'est nous, les SAMU, qui allons vers ces associations en leur disant Croix-Rouge, tu ne peux pas nous filer un coup de main et nous revendre une de tes ambulances ou nous financer un véhicule. Et si tu ne peux pas, c'est pas grave, on ira voir le Rotary, le Lions Club, parce que nous, hôpital public, nous, service public, que messieurs, dames, vous financez avec vos impôts, on n'est pas capable de mettre à disposition du personnel et des véhicules. Aujourd'hui, la profession d'ambulancier SMUR, elle se meurt. Elle se meurt, je le vois tous les jours. Pourquoi ? Déjà, de par la profession, de par la formation et de par le statut. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de formation des ambulanciers, c'est dommage. On avait un représentant du GARDEFA. On a des GNR, des guides nationaux de référence qui ne sont pas mis à jour ou peu mis à jour. Et pourtant, on a des CESU qui évoluent dans leur formation. Sur le salon, là, vous pouvez voir différents stands qui offrent des formations complémentaires à celui de l'ambulancier. Mais ce n'est pas reconnu, ni par décret, ni par arrêté. Et puis, ça arrange bien des gens que les ambulanciers gardent la formation actuelle et n'évoluent pas. Contrairement à la Suisse. Je rajoute juste quelque Par chose exemple. quand même, excuse-moi. Je t'en prie. On se connaît, hein, donc je me permets de le Cyril, tutoyer. on se connaît. La formation, c'est très bien ce que tu es en train de dire. Je veux revenir juste sur quelque chose.
Il y a un arrêté, et je pense que beaucoup le savent, il y a un arrêté qui a été changé sur le code de la santé publique concernant la place de l'auxiliaire ambulancier dans les ambulances. Et celle-ci nous fait très peur. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, c'est que demain, l'auxiliaire ambulancier peut disparaître. Il n'est pas l'auxiliaire ambulancier est inscrit seulement sur le plan de formation. Seulement. Il n'est nulle part d'autre. Mais ça, Demain, moi, on peut très bien se retrouver avec un DEA et du personnel aujourd'hui formé pour du civisme plutôt que de la professionnalisation. Et la professionnalisation de notre métier doit plutôt évoluer plutôt que de rester sur quelque chose de stagnant. On doit forcément, on doit avoir des techniques bien plus importantes vu que de toute manière, on est amené à aller de plus en plus loin. Alors, je suis d'accord. Je vous laisse juste répondre, après on va transférer la parole quand même un petit peu, mais allez-y, terminez, puis Voilà. on va transférer ensuite. Je ensuite. voulais juste terminer en disant que l'ambulancier hospitalier aujourd'hui, dans nos missions, on est tous issus de la formation de base et on a besoin des ASU de plus en plus. Aujourd'hui, moi, je ne me tourne pas vers vous, mais je me tourne plutôt vers le gouvernement en disant donnez les moyens aux ambulanciers privés, augmentez les prix, on aura des meilleurs véhicules, on aura des personnes qui sont formées. Tu parlais de l'auxiliaire ambulancier. Excusez-moi, je vais être péjoratif, mais c'est une miette balancée à la profession en disant allez, on va les calmer. Vous aurez un petit peu plus de personnel, un peu moins de qualifié, mais vous aurez plus de personnel. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez un peu sapeur-pompier volontaire, sapeur-pompier professionnel, qui va faire toute sa carrière comme sapeur-pompier professionnel, vous connaissez beaucoup d'ambulanciers privés qui font toute leur carrière dans la même société, ou du moins pendant 40 ans. Non, parce qu'on a un turnover. On est dégoûté, on est fatigué, on se tape 18 heures, des fois 20 heures, parce qu'il va falloir faire un rapatriement sanitaire à l'autre bout de la France, et la profession est mal reconnue, et on va bouffer un sandwich le midi au bord de la route. Moi, je les vois, mes collègues à l'hôpital, parce que ce sont mes collègues avant tout. Ils font leur garde préfectorale, ils arrivent avec leur ambulance le matin, ils vont faire 3-4 sorties, ils bouffent un bout de pain, on n'est même pas capable de leur mettre un local à disposition, donc ils restent dans leur ASU toute la journée. Pour ceux qui ont des ASU, parce que ceux qui n'en ont pas, on n'en parle même pas, parce qu'ils ne sont pas inclus dans la garde. Pourtant, ils sont ambulanciers comme nous, et il faut qu'ils vivent comme nous également. Donc, c'est très très difficile, c'est très vaste comme sujet. Depuis l'année dernière, rien n'a bougé, ça bougera encore moins. Alors avant les querelles, Et encore les le pire recrutements, qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les représentants de la formation ne sont pas là. Et dommage. Mais moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est des représentants de l'ARS, des représentants nationaux qui vont nous donner des choses concrètes, qui vont nous dire demain les ambulanciers, le programme va être différent, vous allez passer peut-être à 8 mois ou 1 an de formation, vous allez être reconnu, avoir une grille tarifaire nationale et en fonction de vos qualifications, peut-être un rajout. Voilà, ça motive les gens et les gens ils viendront vers les entreprises. Et puis on aura de la concurrence sur le marché qui va faire évoluer les choses. Alors là, je parle d'un point de vue qui ne me concerne pas, puisque je suis quand même hospitalier, mais aujourd'hui, si vous voulez avoir de la compétitivité, il faut avoir des ressources. Et aujourd'hui, il y a des ambulanciers pauvres et il y a des ambulanciers riches. Le problème, c'est qu'on a oublié quelqu'un très important depuis le début, c'est le patient. On n'en a pas parlé. Et lui, il en fait les frais. Et quand vous êtes dans des zones blanches où on attend un VSAV ou un ASU parce qu'on fait une douleur thoracique qui va se transformer peut-être en infarctus, lui, il s'en fout de qui il va avoir. Il veut du personnel compétent qui va faire un bilan et qui va transmettre ce bilan à un service de secours, donc logiquement au SAMU. Et puis, voilà, après, ça va être transporté vers un gros groupement, hélas, d'hôpitaux. Peu importe, mais aujourd'hui, on oublie cette notion de patient parce que lui, il attend des gens formés, il attend aussi un transport sécurisé, confortable, il faut le dire aussi, et tout ça, ça passe sur un point de vue économique. Et aujourd'hui, les ambulanciers privés, hélas, n'ont pas les moyens. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une bonne demi-heure encore pour continuer de parler de ça. Vous n'êtes pas mis à contribution pour l'instant. Le public fait un petit peu votre job aussi, mais c'est bien. On a donc Bruno Basset pour l'instant. J'ai vu là-bas qu'il y avait une main qui s'était levée également. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonjour, Bruno Basset, je suis le président de la TSU du Rhône, 90 adhérents. Je suis très triste du discours qu'on a entendu. Avant la séance, j'ai un peu discuté avec Patrick Erdgen, on se connaît depuis quelques années. Je pense que le débat de la position des ambulanciers sur le préhospitalier, il n'est pas celui qu'on a entendu aujourd'hui, me semble-t-il, parce que je rejoins Luc de la Fourcade et il s'est battu pendant des années sur ce sujet-là en créant Jussieu Secours.
Aujourd'hui, dans le Rhône, je me bats avec les pompiers pour que les pompiers nous prescrivent. On se bat pour, avec la digitalisation de l'aide médicale urgente, pour que la transmission des datas, que ce soit un opérateur du CTA qui prenne l'alerte, ou que ce soit un opérateur ARM, elle arrive dans le vecteur par rapport à la géolocalisation qui soit la plus proche du patient. Donc moi, je voulais partager deux choses. C'est une volonté, c'est peut-être lié au Rhône, c'est peut-être depuis peu de temps que j'ai pris la gouvernance de la TSU dans le Rhône, mais en tout cas, moi, avec les pompiers dans le Rhône, avec le SAMU, on se met autour de la table, on a des dossiers qui s'appellent les RPOP pour évaluer l'efficience des uns et des autres et comment se rebasculer les courses intelligemment en fonction des secteurs. Et on travaille là-dessus. Ça, c'était la première chose. Ça ne veut pas dire qu'on est super efficient, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de carences. On en a des carences. Mais on travaille dessus. Et on travaille pour que les ambulanciers soient intéressés à y participer le plus possible. Alors vous avez parlé du tarif de la garde qui n'a pas été revu. C'est en effet inadmissible. Il y a eu des initiatives avec l'article 66. En effet, là, je rejoins Luc de la Fourcade. Respectons déjà les textes réglementaires de base, qui ne le sont pas forcément. Le deuxième point, moi, sur lequel je pensais qu'on allait beaucoup parler aujourd'hui par rapport à l'urgence préhospitalière, c'est le changement du paysage, ce paradigme de la profession qu'on est en train de vivre avec les évolutions des flux financiers qui vont quitter la CPM au profit des structures hospitalières et le paysage, la reconcentration des sociétés de transport. Et Luc est un bon exemple avec l'arrivée des méga-groupes, des Harmonies Mutuelles, des Ramsay Général de Santé, des Keolis. Moi, je pensais qu'on allait parler de ça. On a parlé d'une guerre et d'un discours qui date d'il y a plus de 20 ans. Donc, je vais peut-être vous choquer. Je suis déçu d'avoir perdu mon temps. Moi, je pensais qu'on allait discuter, en effet, par rapport à cette évolution du paysage ambulancier, du repositionnement des flux financiers de cette activité et de l'apparition des gros acteurs qui vont réfléchir très certainement très différemment que cette constellation de sociétés de taille relativement réduite, parce que maintenant on a des acteurs, on l'a dit, Keolis 7% du marché, Ramsay Général de Santé qui rachète donc des hospitaliers privés, qui rachètent des sociétés de transport sanitaire, où on sait que demain, le paiement de ces ambulances va se faire via les structures hospitalières. Et donc, quelle est la priorité ? Fournir et desservir les ambulances dans les flux montants et descendants des structures privées, des structures publiques ? On est bien dans un changement, dans un paradigme de l'urgence préhospitalière. On est dans l'avant-veille de ce changement, parce que l'évolution législative, elle va commencer en novembre 2018 pour une fin de réorganisation pour le 31/12/2020. Et l'urgence préhospitalière va forcément être impactée par rapport à cette révolution. Je ne sais pas comment on va être impacté. Je ne sais pas quelles vont être les modifications pour l'urgence préhospitalière. Nous, le pari qu'on a pris dans le Rhône, c'est de se dire, on travaille avec les pompiers parce que les pompiers, s'ils en font 40 000, 30 000 de sorties, ils n'ont pas forcément plus de budget. En tout cas, nous, ils nous le disent. Moins on sort, mieux on est. Et nous, on fait tout, on étudie tout pour essayer de récupérer l'activité qui doit revenir aux ambulanciers et que l'ambulancier doit prendre. Et pour ça, il faut qu'il soit organisé. Et pour être organisé, il faut gérer des flux. Le Rhône, c'est 40 000 transports sur l'aide médicale urgente. Dans les prévisionnels qu'on a fait, dans moins de 2 ans, c'est 80 000. Voilà. Je voulais juste vous faire partager ces deux points. J'espère que j'aurai un début de réponse par rapport à l'apparition des grands groupes et des modifications de flux financiers dans les quelques mois, années qu'on va venir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce qui a été dit ? Désolé de vous avoir fait perdre votre temps du coup. Nous ne sommes que des organisateurs de salons. Prochaine fois, on vous appellera, comme ça vous pourrez faire la conférence à votre goût. Mais je pense que si on demande à chacun aurait fait une conférence différente. Donc on a essayé d'être le plus large possible. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter ou alors je donne la parole au monsieur là-bas ? Allez, alors je donne la parole. Bonjour, Gaëtan Kounen, directeur de l'Institut de formation ambulancier pour le groupe Aftral Normandie et en parallèle directeur associé d'une société d'ambulance sur la Manche.
J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce que j'ai entendu. Première chose, remettre en place la notion de formation. Aujourd'hui, la formation ambulancière s'organise autour d'un institut de formation ambulancier et non plus auprès des CESU. Institut de formation ambulancier, qu'il soit hospitalier, qu'il soit associatif ou qu'il soit privé type groupe Aftral ou chambre de commerce, puisque ça existe dans certaines régions, on se retrouve avec un diplôme commun qui est enseigné à géométrie variable et avec des niveaux d'évaluation à géométrie variable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur le terrain, on a des ambulanciers diplômés qui n'ont pas du tout la même compétence en fonction de l'établissement qu'ils ont fréquenté, même s'il y a un organisme certificateur et une tutelle pédagogique assurée pour faire en sorte que cette disparité n'existe pas. En réalité, cette disparité, elle existe bien. Ça, c'est un premier point. Sur la notion d'auxiliaire ambulancier, effectivement, il y a un paradoxe d'un arrêté qui met en place la formation d'auxiliaire ambulancier et ce statut n'apparaît pas dans le Code de la santé, dans la catégorie des personnels. Il semblerait, d'après les dernières informations que j'ai eues, et je sors d'un séminaire des directeurs IFA du groupe Aftral, que la DGOS est en train d'instruire le dossier pour pouvoir inclure l'auxiliaire ambulancier dans la catégorie des personnels ambulanciers aptes à pouvoir réaliser du transport sanitaire. Autre élément important, c'est que, et pour revenir au sujet du jour, la participation de l'ambulancier sur les urgences préhospitalières, à partir du moment où on a des compétences à géométrie variable et qu'on a surtout l'absence d'un décret de compétences, on se retrouve avec le paradoxe suivant, et je vais prendre que cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Les normes européennes, la norme 9789, en vue d'équiper nos ambulances, prévoit la présence d'un glucomètre. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé s'oppose à l'utilisation du glucomètre par les ambulanciers. Il y a quand même un paradoxe. Et les SAMU sont demandeurs de ce type d'informations pour certaines prises en charge. Donc comment faire de l'urgence préhospitalière d'une manière professionnelle lorsque, à un moment donné, on ne nous donne pas ni les moyens en termes de formation, en termes d'attribution de compétences, et puis derrière, dans l'aspect financier, comment apporter une réponse crédible à l'urgence préhospitalière. Et évidemment, pour les départements qui ont pu s'organiser, comme la Loire-Atlantique, pas de souci. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on se retrouve avec l'esprit de clocher très français. Dernière chose, et effectivement, je partage le regret de ce qui a été mis en place en 2003 d'une certaine manière. Et pour moi, la seule erreur, c'est pas forcément le montage qui a été mis en place, c'est d'avoir laissé la garde ambulancière obligatoire à toute entreprise agréée, au lieu de la laisser reposer sur les entreprises volontaires, qui auraient apporté, à mon avis, une réponse bien plus efficace et efficiente à ce besoin d'urgence préhospitalière. Et n'oublions jamais que dans nos salariés, pour les 3 quarts ou 80% d'entre eux, ils sont venus au métier d'ambulancier parce qu'ils avaient en eux la vocation de participer à l'urgence préhospitalière et pas à transporter uniquement du patient dans du transport inter-établissement, etc. C'est quand même leur vocation première. Donc pas d'urgent, pas de non-urgent. Nous sommes bien d'accord, Luc. Et sur ce que tu venais de dire concernant l'obligation de faire de l'urgence à toutes les entreprises d'ambulance, ce qui fait que ça a fait un nivellement par la base, ça pouvait engendrer un nivellement par la base. Ça a été rectifié par le décret de 2009 qui ouvre la porte sur le volontariat des entreprises. Ceci dit, c'est dans la loi. Maintenant, l'ARS, et comme tu l'as dit, l'ARS n'est pas présente, la DGOS n'est pas présente, et il manque parce que ces textes réglementaires ne sont pas appliqués. Alors, on a une question ici. Oui, tout à fait. Bonjour, Gérald Urbas, infirmier. J'interviens aussi en ambulance de temps en temps. Moi-même, initialement de formation ambulancier à l'époque du CCA.
En étant ambulancier, je participais à de l'urgence, notamment en PACA. Ça m'a donné envie de continuer. J'ai été boosté par des collègues infirmiers, médecins et ambulanciers. Et c'est comme ça que j'ai fait mon école d'infirmier. Aujourd'hui, je suis un énorme défenseur de cette profession. Vous avez vraiment une profession qui me plaît toujours autant. Et on essaie de la valoriser. Effectivement, le problème, il est multiple, je pense. Il y a l'ARS, que ce soit départementale, régionale, nationale, qui est incapable de se positionner clairement. Au sein des régions, les différentes ARS départementales n'ont ni les mêmes règlements, ni la même façon d'appliquer ces règlements, ni même parfois les mêmes référentiels visiblement. On parlait d'instituts de formation. Au niveau des instituts de formation, je rejoins ce qui est dit, les niveaux ne sont pas les mêmes. On le voit quand il y a des ambulanciers qui cherchent à changer de région, changer de département, les compétences ne sont pas les mêmes. Déjà, c'est dommage que les référentiels à ce niveau-là également ne soient pas lissés pour tout le monde de la même manière. Et enfin, si on revient au principe quand même fondamental d'une entreprise, on va dire de transport sanitaire, même si j'aime pas ce terme de transport sanitaire, une entreprise, ça reste un entrepreneur. Comment faire tourner une entreprise lorsque vous avez une ambulance, on va dire traditionnelle, petit volume, qui va vous rapporter un certain bénéfice dans la journée avec des transports, entre guillemets, sans être péjoratif, mais des transports qui vont être finalement beaucoup plus rentables au niveau du temps, que si vous partez sur une intervention avec un véhicule qui va coûter 50 voire 60% plus cher que son modèle plus petit, du matériel, du consommable, du personnel qui peut-être va aller sur intervention, va rester 2 heures, 2 heures et demie sur une prise en charge arrêt cardio-respiratoire ou plein d'autres choses, qui à l'arrivée, ça vous aura coûté en personnel, en matériel, en risque d'accident pour aller sur l'intervention, et pour un bénéfice qui est parfois nul, à côté des véhicules de plus petits gabarits qui, eux, vont faire du retour à domicile, du kiné, des choses comme ça. Là, il y a un réel déséquilibre. Et effectivement, tant que les gouvernements qui se succèdent et qui sont incapables de prendre des positions, les ARS qui ne sont pas capables non plus de prendre position, comment faire pour sortir de ce problème? Je pense qu'effectivement, alors, les responsables d'instituts de formation, les ARS, certainement les responsables au niveau des sapeurs-pompiers, des groupes comme le CATSUF également, qui représentent les ambulanciers. Pourquoi l'assurance maladie? Exactement, l'assurance maladie. Pourquoi pas aussi intégrer les mutuelles, puisqu'ils sont payeurs également. Pourquoi ne pas vraiment réunir de manière officielle toutes ces personnes autour d'une table en disant maintenant, stop, on arrête, on lisse. Ça vaudrait le coup d'essayer. En tout cas, franchement, félicitations, parce que tous, autant que vous êtes à être sur le terrain, je suis infirmier, j'admire toujours autant le travail des ambulanciers et des ambulancières. Merci beaucoup. J'espère qu'on sortira de ce genre de problème dans l'avenir, parce que ça devient vraiment insupportable. Merci beaucoup. Juste ajouter quelque chose. Je pense que c'est très important d'avoir des infirmiers, parfois même des médecins, mais plus naturellement des infirmiers qui sont issus du sérail ambulancier et qui donnent la démonstration que ambulancier, c'est un métier d'avenir où on peut se projeter parce que c'est un métier qui est passionnant. Il y a des possibilités d'affectation sur des SMUR, mais l'ambulancier lambda, même pour du non-urgent, c'est un métier qui est passionnant, mais c'est un métier qui est ouvert, avec la valorisation des acquis par l'expérience, avec un certain nombre de voies de développement. La preuve, il y a des ambulanciers qui deviennent infirmiers, d'autres qui se spécialisent en pédiatrie, d'autres infirmiers... Mais n'y allez pas, restez là. N'y allez pas du tout. J'ai fermé. Non, alors juste pour vous dire, bon, tout à l'heure, vous déploriez à raison la non-présence, l'absence de la DGOS. Sachez qu'on les a invités. Et voilà, comme on a invité en fait beaucoup de gens qui auraient pu faire avancer et répondre à vos questions. Et pas mal nous ont dit non, et certains ont même décommandé ce matin. Donc vous voyez, voilà. J'aimerais qu'on termine quand même par du positif, par de l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement maintenant, là, en sortant du salon ce soir, ce week-end, pour faire avancer votre profession et pour que les choses aillent mieux? Je sais que c'est presque bête et idiot cette question, mais j'aimerais quand même que vous essayiez d'y répondre. L'avenir de la profession, elle est sur le placement des ambulanciers de toute manière. Elle est très là. Et
le partage, effectivement, comme disait Patrick, de l'UPH et de la permanence de soins doit être fait très clairement. Ensuite, il y a un avenir formatif aussi. Effectivement, l'image de l'ambulancier ne va pas passer par des formations rabaissantes. Comme on disait tout à l'heure, l'auxiliaire ambulancier, il est important dans une ambulance. Imaginez-vous faire une urgence avec quelqu'un qui a un diplôme qui n'est pas adapté à cette chose-là. Donc il faut aller vers une évolution. Et effectivement, cette évolution-là, elle ne passera pas par nous, malheureusement. Elle passera par les institutions qui peuvent nous permettre d'avancer. Là, aujourd'hui, ils ne sont pas présents. L'année dernière non plus. Donc, l'année dernière, il y avait la FNTS qui était là, il y avait la FACH, il y avait... Je ne parle pas des représentants nationaux, je parle de la DGOS. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, des personnes qui ont le pouvoir de décision. Ils ne sont pas là, mais ils ne sont pas dans les autres conférences non plus. Oui, voilà, non, mais ça peut vous rassurer. Oui, non, mais ça ne me rassure pas du tout, justement. Ce fut un non global. Malheureusement, ils devraient être là, parce que la table ronde qu'on fait aujourd'hui devrait être au courant de ce qui se passe. Et la profession aujourd'hui, elle porte une même voix. Quand on écoute, que ce soit la FACH qui dit « mon métier, il meurt », quand on écoute l'ambulancier qui dit voilà, il y a des soucis, on a des problèmes de carence, quand on entend les ambulanciers qui disent nous les carences, on en veut. C'est pas notre métier, c'est pas notre boulot. Il faut qu'on réagisse. Et cette réaction-là ne peut venir que de nos institutions. Et, on essaye à notre niveau, alors je parle du CADSUF, mais à notre niveau d'essayer de faire évoluer les mentalités, mais il n'y a que cette méthode-là qui peut faire. Et l'application des textes, cette application, ce référentiel doit être absolument appliqué. Voilà. Patrick Erdgan. Être positif, c'est dire qu'on discute ensemble, on se connaît, et quand on se connaît, ça va mieux. C'est pas de l'utopie, hein. Les choses sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Mais en tout cas, si on discute, ça va déjà mieux. Moi, j'observe, regardez qui est-ce qui est autour de la table aujourd'hui. Voilà. Regardez qui est-ce qui est autour de la table aujourd'hui, regardez qui est-ce qui s'intéresse à la question. Voilà. Il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui ne sont pas là. Et puis au niveau départemental, il y a une structure, alors c'est institutionnel, mais on parle d'institution absente, hein, qui s'appelle le CODAMUPS. Voilà. Il y a un sous-comité de transport sanitaire, vous connaissez bien, qui est souvent un peu le père fouettard parce qu'on vient relever ce qui ne se passe pas bien. Puis il y a un CODAMUPS, assemblée plénière, où il y a tous les représentants de ces institutions, c'est obligatoire. Et vous avez les représentants, par définition, des représentants d'ambulanciers dans les CODAMUPS, vous avez les sapeurs-pompiers, vous avez nos camarades des SAMU dont on parle beaucoup, mais qui ne sont pas là. Et vous avez les ARS dont on parle beaucoup et qui ne sont pas là aujourd'hui aussi. Alors profitez aussi de ces CODAMUPS, dans chaque département il y en a, et inscrivez ces questions à l'ordre du jour. Faites-les inscrire par vos représentants, alors quel qu'ils soient, j'ai aucune préférence, mais en tout cas faites-le, ouvrez le débat, voilà, et vous aurez autour de la table tout le monde. Pour conclure peut-être, Luc ou Patrick, comme vous voulez. On va continuer à avancer, au moins nous, à notre échelle. Moi, je ne suis pas syndiqué. On défend notre métier au quotidien, comme vous le disiez, à travers les CODAMU, les réunions avec les ARS. J'ai la chance d'être dans un département qui fonctionne bien, avec des échanges importants, aussi bien avec le SDIS, le SAMU, la DHOS, puisque Madame Courrèges, la nouvelle présidente de la DHOS, est issue de l'ancienne ARS de la région Pays de la Loire. Donc elle connaît le système. C'est dommage qu'elle ne soit pas là. Elle nous a aidé à le défendre à une époque, justement, pour qu'on le préserve. On parlait du Rhône. Je suis désolé, chez nous, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Alors j'ai même le sentiment des fois que je ne suis pas tout à fait en France. Parce que les relations avec le SDIS sont même très bonnes. On vient de changer de médecin-chef, c'est le docteur Weber qui vient d'arriver. Un des premiers rendez-vous qu'il a pris, c'est de venir visiter notre structure et comprendre comment on fonctionnait. Donc je pense quand même que c'est une preuve aussi qu'on peut travailler ensemble en plaçant le patient au milieu. On a tout à y gagner, le patient en premier, on peut raccourcir les délais de prise en charge. La formation, l'année dernière, en sortant de ce salon, on s'est arrêté voir nos amis suisses qui mettaient en place la formation POET. La formation POET, c'est Pré-Hospital Obstetric Emergency Training. C'est une formation importante
puisque des patients, l'obstétrique, on en fait au quotidien. Eh bien, notre formation de base n'est pas forcément très complète là-dessus. On a été les chercher, ils sont venus au mois de juin. Pareil, formation interservice. Dedans, on avait aussi des infirmiers sapeurs-pompiers. Enfin, voilà, plus on se parle, plus on échange, plus on avance, quoi. Et quelque part, je suis fier de mon département, oui. Luc de Lafourcade, vous avez la difficile tâche de conclure. Je pense qu'on est dans un contexte de crise économique, dans un contexte de crise sociale, dans un contexte de mise en danger de notre système de santé, et que l'heure n'est évidemment plus aux querelles de chapelle, et qu'il est évident qu'il faut jouer la complémentarité, l'entente et l'intérêt du patient. Et pour ça, on a un jeu. Et dans notre jeu, dans le jeu des ambulanciers, il y a d'abord la carte de l'emploi. On est un gisement d'emploi exceptionnel, potentiellement, qui est un véritable ascenseur social. On a la carte économique, parce que finalement, globalement, si on disparaît, on sera remplacé par plus cher. On a la carte de santé publique, de professionnels de santé, dans un monde où il y aura de plus en plus de patients, où il y a le vieillissement de la population, etc., et le regroupement des plateaux techniques hospitaliers, on connaît tout ça. Donc le besoin s'accroît et on a toutes ces cartes. Et en plus, on a, je pense, aussi la carte d'ambulancier passionné. On le voit à travers le CADSUF, notamment, parce que ça fait plaisir aussi de lire l'intérêt de la base, l'intérêt des salariés qui sont vraiment très, très motivés. Donc on a toutes ces cartes et je pense que tout est permis de penser qu'on se retrouvera l'année prochaine et qu'on pourra compter les progressions qu'on a faites. Sachant que la carence, c'est un petit peu la fièvre. Quand tu as une petite fièvre, ça y est, c'est un signe d'alerte. Et du coup, peut-être qu'on peut dire que la carence, finalement, c'est le signe, quand les gens s'insurgent et s'étonnent et s'inquiètent des carences, ça veut dire, tiens, ils s'inquiètent de nous, ils aimeraient nous voir. Tant mieux. Donc la carence, quelque part, c'est un révélateur qui prouve que finalement, les gens ont besoin de nous et peut-être qu'ils nous aiment bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On peut les applaudir pour toutes ces interventions. Merci à vous également d'avoir participé, d'avoir donné votre avis. Et bien sûr, je pense qu'ils sont à votre disposition si vous avez d'autres questions et pour pouvoir échanger avec eux. Merci à tous. Merci beaucoup.